Salut mes filtraires. Aujourd'hui on va parler d'une voiture qui change un tout petit peu de toutes les berlines classiques allemandes, BM, Audi, Mercedes. Parce que bon, c'est vrai que c'est à peu près tout ce qu'on voit tout le temps. Là, on va parler d'une italienne, la Maserati Quattroporte. Alors, attachez vos ceintures, mettez la première, c'est parti. La Quattroporte est sortie dans les années 60 parce que Maserati tenait à proposer une grosse berline pour concurrencer Mercedes qui était connue pour ses grosses berlines allemandes confortables, luxueuses et les reines de l'autobahn. Donc du coup, voilà, années 60, une très belle voiture. Puis après, les générations se sont succédées jusqu'en 2002, si je ne me trompe pas, avec quelques années où aucune Quattroporte n'a été produite. 2002, on a vraiment le renouveau de la Quattroporte avec le V8 Ferrari qui fait 400 chevaux. Un monstre. Elle a jeté un pavé dans la mare. Parce que on a connu les Maserati biturbo, etc. Et puis, tout de suite, V8 Ferrari. Incroyable, un bruit qui réveille les morts, une sonorité incroyable, un confort qui était vraiment... C'est une voiture qui était totalement différente de ce que proposaient les Allemands. Pourquoi ? Parce que déjà le prix était extrêmement élevé pour l'époque. Et puis en plus de ça, qui sortait une grosse berline qui était extrêmement puissante à part AMG, BM avec la M5, etc. Voilà, donc Maserati sortait un peu du lot à ce niveau-là. Et puis, on va pas dire qu'elle a fait un flop, mais on va dire qu'il y a eu quelques petits soucis dessus, comme par exemple tout ce qui était infotainment qui, quand elle était sortie, n'était pas à la pointe de la technologie et qui a mal vieilli. Vous pourrez le voir avec la vidéo de la Grande Cabrio qu'on avait filmée où le propriétaire avait changé justement tout l'infotainment parce que ça se faisait trop vieux. Alors que c'était des voitures qui ont été produites jusqu'en 2012, donc ça a mal vieilli. Dernière génération est sortie, voilà, phase 2 en 2020 pour être précis, la nouvelle Quattroporte. On reprend cette grande face avant massive, cette grosse calandre avec le trident. Alors bien sûr, le trident a changé depuis l'ancienne génération. On n'a plus ce trident vraiment physique. Voilà. On a une espèce de plaque avec le trident. Alors, c'est les goûts et les couleurs. Personnellement, j'aurais pu garder l'ancien trident. Petite lame à l'avant. La plaque Supercar suisse, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Les feux changent un petit peu par rapport à la concurrence. Voilà, parce que quand tu regardes chez Mercedes, chez BM ou quoi, on a des grands feux, etc. Là, on a du tout petit feu, design assez agressif, mais qui pour autant reste assez élégant. La Quattroporte a toujours été dans un entre-deux entre élégance et sportivité. On va retrouver des nervures sur le capot qui sont ni trop agressives ni trop élégantes non plus. On est encore une fois sur un entre-deux. C'est pas le capot bombé d'une M3 ou d'une BMW M4, n'est-ce pas, notre cher petit Léo ? On en parlera plus tard de cette M4. Après, on a donc des belles jantes en 21 pouces, très très belles. Moi, je trouve que elles font ressortir vraiment un côté sportif, mais encore une fois, pas trop. Ça reste un peu élégant. Jantes noires, assez sympa. Pinces de frein en jaune. Alors, ce ne sont pas des freins céramiques, c'est juste jaune parce que quand tu configures la voiture, au bout d'un moment, quand tu payes 160 000, parce que oui, ça vaut 160 000 d'entrée de gamme, tu peux choisir la couleur de tes freins sans avoir à prendre les freins céramiques. Ici, comme sur le Levante, la Grande Cabrio, la Grande Turismo, on retrouve ces trois sorties d'air. Un trident, trois sorties, on a fait le lien. Ici, finition Modena. On a plusieurs motorisations sur la Quattroporte. Alors, à savoir que le Levante, lui, est disponible en 4 cylindres, un peu comme le Grecale, donc la version GT. La Quattroporte, ça commence directement sur la Modena. Sur cette version-là, on a la Modena Q4. Q4 pour 4 roues motrices. Modena, donc V6 à l'intérieur, 3 litres. Ne vous inquiétez pas, certes c'est pas le V8, elle existe en V8 aussi, c'est la Trofeo avec le 3,8 litres de la 488 Ferrari, attention. Mais le V6 est largement suffisant, on va en parler un petit peu après. Au niveau de la ligne, c'est une grande berline. C'est un petit peu plus grand qu'une classe E, j'ai l'impression, plus petit qu'une classe S. Donc en fait elle va se positionner un peu entre les deux, dans ce créneau un peu des grandes berlines sportives, style Panamera, etc. Donc, ligne plongeante à l'arrière, bien entendu. Encore une fois, le logo Maserati. Et à l'arrière, on va retrouver un design qu'on avait déjà vu sur le Levante au niveau des feux.
cette petite banane, ce petit boomerang, un peu comme sur les 3002 GT. Bon, vous avez forcément vu la vidéo du Levante. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir après cette vidéo. Et vous comprendrez pourquoi, un peu à quoi ça ressemble à la 3002 GT. Donc la désignation Q4, donc pour 4 roues motrices. Parce qu'on a une version donc classique sans 4 roues motrices, celle-ci avec les 4 roues motrices, et après la Trofeo qui est en full propulsion et qui brûle la gomme sur des kilomètres et des kilomètres. Encore une fois, la plaque Supercar en Suisse. Ce petit détail, encore une fois, ce petit chrome que j'adore tant sur toutes ces Maserati d'ailleurs, c'est repris sur tous les modèles. Et 4 sorties de peau qui sont très bruyantes. Pour le coffre, c'est du standard, c'est un petit défaut encore une fois des quatreportées, le coffre paraît un peu petit. Ils l'ont un peu amélioré par rapport à l'ancienne génération, mais il manque encore un truc. Maintenant, on va passer sur l'intérieur et vous allez voir qu'on est vraiment sur du luxe sportif. Au niveau de l'intérieur, c'est très élégant, c'est très classe, les matériaux sont de qualité. Les Allemands, s'il vous plaît, prenez exemple là-dessus, s'il vous plaît. Volant cuir, bon, grand classique. 2-3 petits bouts de plastique par-ci par-là, mais pas trop. Là, ça va, ici, et un petit peu de plastique là, et c'est tout. Il n'y a plus rien après. Le reste, c'est que de la qualité. Qualité, sur piqûre. C'est très bien fait. Je trouve que les finitions sont très très propres. La planche de bord est vraiment avec du cuir étendu tout le long. Voilà, la casquette n'est pas séparée comme sur d'autres voitures, d'autres marques. On a la petite horloge Maserati, grand classique depuis toujours, hein, bien entendu. La petite planche ici, alors on peut avoir du bois, on peut avoir du piano black, on peut avoir un peu de tout. Désignation croix tout portée, bien entendu, sur le côté. Comme ça, le passager peut savoir dans quoi tu roules. Alcantara, partout. Voilà, tout le ciel, Alcantara. Incroyable. Franchement, c'est une qualité de travail qui est vraiment hors du commun comparé à d'autres marques. Je sais pas, je prends par exemple une Audi A6 qui va être une grande berline, voilà. Faut aller dans des finitions vraiment poussées pour avoir du cuir absolument partout et l'Alcantara. Tu veux l'Alcantara, tu prends la nouvelle R6 par exemple. Là, t'as pas besoin de prendre le top du top, la Trofeo, machin. Sur la Modena de base, tu as déjà le cuir. Sur piqûre assez sympathique. Au niveau de la configuration, on est pas mal. Un bleu un peu pastel, on va dire, avec l'intérieur noir et la petite surpiqûre turquoise. Je trouve ça très élégant, très, très simple. Après, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, depuis le temps que je la conduis, ça doit faire une petite semaine. J'ai que des personnes qui lèvent le pouce, qui sourient quand ils voient la voiture. Donc, je pense que ça plaît jusqu'à présent. Petit détail encore une fois, alors en plus là de l'Alcantara sur le pare-soleil, la poignée en cuir, c'est des petits détails, mais ça, même sur une classe S, on l'a pas quoi. On l'avait il y a bien longtemps, aujourd'hui on ne l'a plus. Toit ouvrant, toutes les aides à la conduite que tu veux, Apple CarPlay, des petits rangements porte-gobelets ici, rangement partout. Je trouve que c'est très bien. Et je pense que là maintenant on va passer à un petit truc assez sympa. Là on va utiliser ces petites palettes en magnésium. On appuie sur le bouton une fois, 2 fois. On met le mode sport et on démarre et on profite du bruit. Ce petit V6, magnifique. Allez, c'est parti. On commence la petite conduite de la quatreportée avec le mode éco. Alors, ça s'écrit ICE, mais c'est un mode éco. Je ne sais pas pourquoi, mais bref. Il faut savoir que cette voiture consomme énormément. Parce que dedans, on a un V6, 3 litres, qui fait 430 chevaux et 580 Nm de couple. Un 0 à 100 en moins de 5 secondes, c'est quand même très bien. Mode éco, pas trop de bruit, c'est assez isolé phoniquement, ça va. Et puis après, si tu pars sur le mode sport, là, ça va consommer encore plus. Parce que là, depuis environ presque 200 km, je suis à une moyenne de 10 litres sur autoroute, principalement. Donc ça consomme quand même pas mal. On n'est pas sur une Zoé, sur une hybride ni quoi que ce soit. Petite palette. Bon, le bruit est sympa. À l'intérieur, ça fait pas trop de bruit. Ça va, c'est raisonnable. Ça ne casse pas les oreilles. Là, c'est le côté luxe de la voiture, confortable, agréable. On est bien maintenu dans les sièges. Il y a du cuir partout, c'est bien. Dehors, c'est la guerre. Dehors, on entend très fort le bruit. Les freins freinent très bien. On a une accélération qui est vraiment sympa. On sent vraiment qu'on est en 4 roues motrices. C'est-à-dire que sur la neige, j'ai pu la conduire quelques fois sur la neige, c'est vraiment un pur plaisir. Mais ça ne résout pas le problème de la consommation. Vraiment,
c'est vraiment gargantuesque. On va dire que je fais un plein environ tous les jours. C'est colossal. Bon, je fais beaucoup de kilomètres, mais quand même, ça consomme beaucoup. Niveau confort, niveau agrément de conduite, c'est vraiment bien. On a un châssis qui est assez équilibré, encore une fois, entre sport et confort. On a un petit bouton ici pour durcir un peu les suspensions. On a un mix, un peu comme sur le Levante, entre compteur analogique et digital. C'est-à-dire que voilà, on a un peu du néo-rétro, c'est assez sympa. Ici, l'infotainment, ils ont enfin, chez Maserati, pensé à faire quelque chose de moderne. La phase 1, on n'avait pas cet écran-là. Celui-là est tactile, il répond vite. Genre, c'est pas t'appuies, t'attends 3 secondes et il se passe quelque chose. Là, t'appuies, c'est instantané, quoi. Tu veux changer, hop, c'est bon, c'est là. Tu veux remettre, hop, c'est là. C'est très très bien. Là, pour le coup, bravo Maserati, ils ont fait un truc génial. Il y a l'Apple CarPlay, il y a tout. Siège chauffant, volant chauffant, siège chauffant à l'arrière aussi. Grand confort. Donc, comme j'ai dit, voilà, des matériaux nobles, du cuir, de l'Alcantara. Pas trop de plastique pour le coup. Bon, là, voilà, du piano black. Ça, on l'a sur toutes les voitures. Mais on peut avoir du bois, on peut avoir du cuir patiné. Chez Maserati, c'est carte blanche. Tu fais ce que tu veux. C'est absolument génial. J'en avais vu une dans une config absolument magnifique. Ils avaient fait le siège vraiment patiné, cuir un peu tabac, magnifique. Les sièges, ils ont un beau design, on est bien maintenu dedans, c'est confort, c'est pas un baquet, c'est pas un siège trop sport. Ça reste agréable. Oh, le bruit est vraiment sympa. Pas de pétarade ni rien, juste quand on passe au rapport, bam, c'est tout. Il n'y a pas de il n'y a pas tout ça. C'est vraiment simple. Après, niveau accélération, tout ça, c'est largement suffisant pour tous les jours. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre la Trofeo? À vous de me dire, faut essayer, faut voir. Je pense que pour le V8 Ferrari, ça vaut la peine quand même, hein, avec les turbos, tout ça. Là aussi, on a des turbos, mais c'est le V8 Ferrari, quoi. Après, quelques petits points négatifs sur la voiture. C'est vrai que le coffre est un tout petit peu petit. Il est plus grand que l'ancienne génération, mais ça reste limite. Si tu veux partir à 4 dans la voiture, c'est un peu juste. Tu peux pas mettre 4 grosses valises. Tu mets 2 grosses valises de petites, ça suffit, mais voilà, faut pas abuser non plus. Après, autre petit désagrément, bon, bien sûr, l'autonomie qui est pas si grande que ça. En réalité, tu regardes, la voiture t'affiche qu'il a 700 km d'autonomie. En réalité, tu fais 400 km. C'est un mensonge. Mais c'est quand même bien. Gros point négatif qui a été amélioré depuis l'ancienne génération. Alors, il faut savoir que Maserati, qui dit technologie Ferrari dedans, dit entretien Ferrari. Un entretien sur V8 Ferrari, c'était 4000 le petit entretien, 6000 le gros. C'est horriblement cher. Là-dessus, c'est nettement moins cher quand même. On passe en dessous des 2000 pour le petit entretien et un petit peu au-dessus pour le gros entretien. Ça reste hors de prix, je trouve, pour un entretien d'un V6. Quand on sait que chez BM, un entretien, ça coûte à 1000 environ. Ma classe S que j'avais avant en V8, c'était 1200, un gros entretien. Je suis d'accord que ce soit du haut de gamme, mais ça reste quand même assez onéreux. Mais mis à part ça, je trouve que dans une voiture qui change un peu de l'ordinaire, qui marche bien, qui est confortable et qui fait tourner les têtes, qui fait lever les pouces, tout ça, je trouve que ça vaut la peine de prendre une Maserati. Pourquoi? Parce que maintenant, elle n'a plus, comment dire, Maserati c'était connu pour être pas fiable du tout. Maintenant c'est devenu fiable. C'est moins cher en entretien, ça consomme toujours, certes, mais c'est sympa. Moi je prends vraiment plaisir à la conduire. Là je vais l'avoir jusqu'à fin mois de janvier. C'est un véritable plaisir à conduire et c'est la première fois que je me dis, voilà, une voiture moderne, berline, machin, j'ai envie d'en avoir une parce qu'elle est vraiment agréable. J'ai la conduite autonome, j'ai tout dessus, c'est top. Vraiment, je me retrouve bien dans cette voiture, comme je me retrouve dans une Jaguar, que Mercedes, Audi, BM, c'est vu et revu, quoi. Alors oui, c'est vrai que ils ont une réputation d'être extrêmement fiables. Alors, en réalité, je suis désolé, mais c'est beaucoup moins fiable qu'avant. Je ne dirais pas que c'est pas fiable, mais c'est beaucoup moins fiable. Et bah, des BM, des Mercedes, t'en vois partout, quoi. Des séries 5, je suis désolé, on en voit partout. Maserati, ça change. Alors la couleur, bon,
moi personnellement, la couleur, pas trop mon délire. J'aurais préféré un beau bleu profond, un peu dans le style bleu San Marino. Ce serait magnifique. Et puis bah un truc bête, mais une anecdote ce matin, voilà, j'allais pour démarrer ma voiture, il y avait un enfant qui regardait la voiture, il voulait voir la voiture à l'intérieur, dehors, il voulait que je la démarre. C'est le genre de truc qu'on voit pas si souvent que ça avec des voitures standards. Et c'est un petit plaisir, quoi. C'est voilà, c'est l'occasion de partager un peu ta passion automobile, c'est cool. Et franchement, je trouve que c'est vraiment bien, quoi. Voilà, après niveau prix, ça reste cher. 155 000 environ d'entrée de gamme. Tu rajoutes les options, tu passes à barre des 160, allez 170. Est-ce que pour cette gamme de prix, vous partirez plus sur encore plus haut de gamme, quitte à mettre un gros prix, bah, partir sur une Bentley d'occasion à la limite? Ou est-ce que bah, voilà, vous prendriez quelque chose de plus standard, une BM, une Audi, une Mercedes? Moi personnellement, mon choix est déjà fait. Je pense qu'une Maserati ou une Jaguar, ça fait très bien l'affaire, c'est magnifique, ça change de l'ordinaire. Dites-nous ce que vous pensez aux commentaires de cette voiture et de ce que vous prendrez. Et puis bah voilà, je vous laisse sur une dernière accélération et je vous dis ciao les amis.